Mesdames et messieurs les responsables de l'université, très chers invités, éminents responsables de ce pays, étudiantes et étudiants ici, nombreuses et nombreux, merci de votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie de la présentation de ce secrétaire général, éloquente. Je tenais à préciser au moins une chose, c'est que je parle ici en mon nom personnel, non pas en tant que responsable pour l'agence première pour la mobilité. Et je tenais aussi à vous dire que c'est vraiment dans une position d'humilité que je vous présente à vous. Parce que vous seriez tenté de dire pourquoi est-ce que Saïd Hamada, franco-comorien, même s'il est comorien, vient nous dire ce que doivent faire les Comores demain ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre là-dessus? Très honnêtement, je n'ai rien à vous apprendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des clés, des outils pour comprendre comment est-ce que le monde bouge et pourquoi est-ce qu'il bouge de cette manière-là. Vous aurez d'autres clés de la part d'autres personnes, vos fundis, vos enseignants, votre expérience personnelle, les voyages que vous ferez qui vous aideront aussi à comprendre ce qui se passe autour de nous. Et puis ce que je vais essayer aussi de faire, comme je pense que le font aussi vos enseignants, c'est d'aiguiser votre sens critique. Que vous n'ayez pas à considérer que ce que l'on vous dit, ce qu'on vous assène est une vérité absolue, mais qu'à chaque fois vous ayez le réflexe de dire ça c'est sa position, quelle est la mienne? Est-ce que je la partage? Est-ce que je ne la partage pas? Et si oui, non, pourquoi est-ce que je la partage et pourquoi est-ce que je ne la partage pas? C'est ce qui fera de vous demain, et c'est pour ça que c'est pour moi un honneur d'être devant vous, des responsables de ce pays, et des responsables avertis de ce qui se passe ici, mais aussi de ce qui se passe autour de ce pays. Comme le disait le secrétaire général tout à l'heure, le monde bouge vite. Vous suivez comme moi l'actualité. Il se passe des choses dans ce monde qui ont un impact et qui auront un impact pour les Comores extrêmement important. Extrêmement important. Et un pays comme les Comores, un pays comme le nôtre ne peut pas se payer le luxe de ne pas anticiper et se préparer à ce qui se passera demain. C'est une option qui, pour nous, est inenvisageable. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence. J'espère qu'il y en aura d'autres, avec d'autres éminents conférenciers qui pourront vous amener aussi des éléments de compréhension pour vous aider à prendre les bonnes décisions lorsque vous serez en responsabilité pour que ce pays continue à être un pays et surtout continue ou commence à se développer et à suivre la voie que vous aurez décidée, parce que, je le répète, l'avenir de ce pays vous appartient et c'est à vous de décider dans quelle direction vous souhaitez qu'il aille. Donc pour entamer peut-être cette conférence, après ces propos liminaires, puisqu'on parle de relations internationales, donc de relations entre nations, de relations entre États, donc déjà sur la définition de qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce qu'un État, on pourrait y passer au moins 2 ou 3 conférences. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même un vrai sujet. Qu'est-ce qui définit une nation indépendante? Qu'est-ce qui définit un État? Quelle est la différence entre un État et une nation? Vaste programme. Mais peut-être vous dire que ce qui a façonné le monde tel qu'il existe aujourd'hui a beaucoup évolué. Vous avez certainement suivi des cours d'histoire pour savoir quels ont été les grands blocs, comment est-ce qu'ils ont pu se développer ou au contraire régresser. On a eu des empires, l'Empire ottoman, l'Empire d'Alexandre le Grand, qui aujourd'hui n'existe plus, en tout cas pas tel qu'ils existaient à l'époque. Et donc l'évolution de ces empires, qui sont ensuite devenus des nations, à l'époque où ils sont nés, ou en tout cas dans une époque plutôt éloignée, la logique de survie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais moi en tant que nation pour continuer à survivre ou à vivre en tant que nation en protégeant mes ressortissants? C'est ce qui a guidé beaucoup de guerres, d'annexions de pays qui étaient aux alentours, tout simplement pour assurer une sécurité
qui avait pour objectif, comme je le disais, notamment de survie, qui avait aussi pour objectif d'assurer, parce qu'on veut vite, d'assurer un approvisionnement sécurisé. C'est ce qui a expliqué qu'on aille annexer des villes ou des pays parce qu'elles avaient un accès à la mer, lorsque nous, on n'avait pas un accès à la mer. C'est ce qui a pu expliquer qu'on ait pu aller coloniser des pays qui ne nous appartenaient pas pour avoir accès à des richesses que l'on n'avait pas et pouvoir continuer à produire des draps ou je ne sais quoi sur des pays, notamment des pays dits développés aujourd'hui. Et puis il y a eu ce qu'on appelait des guerres de religion, qui souvent d'ailleurs n'en étaient pas, parce que la religion a souvent été un prétexte pour mener une guerre, mais qui ont pu expliquer ou justifier le fait qu'on aille annexer tel ou tel pays. Quand je dis annexer, pour ceux qui n'auraient pas la maîtrise de ce mot, c'est aller prendre possession d'un pays, quel qu'il soit. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en période récente, avec la Russie et l'Ukraine. Les ressorts de ces annexions, de ces guerres, de ces alliances, parce qu'il y a aussi eu des alliances pour faire en sorte que l'on sécurise son territoire. Il y a eu des mariages, des ententes, genre de contrats entre les pays, pour que ces pays continuent à exister. Ce fonctionnement-là, d'aller annexer des pays, de se développer, de pousser ses frontières, c'est un mouvement qui s'était arrêté ces dernières 200 dernières années. Pourquoi est-ce que ce mouvement s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné pour dire non, on est assez grand, on arrête de se développer, ou est-ce qu'il y a eu autre chose derrière? Je pense qu'il est intéressant de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces pays ont arrêté de se développer, ont arrêté, ou en tout cas ont moins fait la guerre qu'auparavant? Et ça, partagé par à peu près tous les pays à la surface du monde. À mon sens, c'est l'analyse que je fais, et vous pourrez la questionner, et peut-être aller voir d'autres personnes qui vous donneront d'autres clés de répartition. À mon sens, il y a trois raisons principales. Il y a d'abord le coût de ces guerres, parce que ça a souvent été des guerres. Plus on avançait dans le temps, plus les technologies évoluaient, et plus il était possible de faire des morts de manière extrêmement importante dans le camp adverse. On passait de 200 000 personnes qui étaient tuées dans les plus grandes guerres au Moyen-Âge à aujourd'hui, on peut dans le récent, on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à plusieurs millions de morts. Et donc le coût de la guerre, le coût humain, devenait de plus en plus important, et donc il était de plus en plus difficile pour ces pays de lancer une guerre pour s'accaparer des richesses. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. On en reparlera parce que c'est un élément aujourd'hui qui est questionné. Deuxième élément, c'est la notion de droit humain. Au fil du temps, et notamment avec le siècle des Lumières en France, est apparu, et en tout cas s'est imposé le fait qu'il y avait des choses que l'on ne pouvait plus faire, notamment l'esclavage. Je prends cet exemple-là parce qu'il nous parle plus particulièrement. Il n'était plus possible d'avilir des hommes ou des femmes, de le considérer comme des animaux ou des biens qu'on pouvait s'échanger ou acheter pour aller produire du cacao, du café ou de la canne à sucre. Ça, c'est une notion qui, il y a 400, 500 ans, n'existait pas. Et donc, cette notion-là a freiné une partie de ceux qui, à un moment donné, se disaient pour continuer à produire, j'ai besoin de main-d'œuvre facile, et cette main-d'œuvre, je l'achète, je la vends, je l'exploite. À partir du siècle des Lumières, en tout cas, c'est une notion qui s'est imposée, le fait de respecter la dignité humaine et de considérer qu'un homme, une femme, d'où qu'elle vienne, avait non seulement le droit d'exister en tant qu'être humain, mais de être respectée en tant que telle et avoir les mêmes droits où qu'elle soit sur la planète. Ce mouvement-là a pris du temps à émerger. Et il est questionné encore aujourd'hui, beaucoup de pays ne pensent pas que ce soit un droit universel. Si l'esclavage de masse a disparu, l'esclavage, lui, existe toujours. Ce n'est plus un grand marché
international, mais cette notion de remise en cause, ou en tout cas d'inégalité entre les personnes selon qu'elles aient une couleur ou une autre, existe encore aujourd'hui, donc ce n'est pas un combat qui est complètement gagné. De la même manière, le fait que des femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes, ce n'est pas non plus une notion qui est partagée partout dans le monde. Et même dans les pays développés, qui ont porté cette idée, et je pense à la France que je connais bien, les femmes ont acquis le droit de vote en 1944. Il n'y a même pas 100 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en France, vous avez des personnes qui vivent, des femmes, qui sont très âgées, mais qui sont nées à une époque où elles n'avaient pas les mêmes droits, où elles n'avaient pas la possibilité de voter, ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Donc cette notion de droit humain a freiné cette deuxième raison qui fait que ce mouvement-là de guerre, d'annexion de pays, etc. a été freiné à partir du moment où on adhérait à cette notion de droit humain. Troisième raison, et qui est une raison extrêmement importante, c'est les ressorts économiques qui sous-tendaient tout ce dont je vous ai parlé. Quand je vous disais que les pays allaient annexer ou s'emparer d'autres pays pour des besoins économiques, ça a très souvent été la raison principale. Avec une logique qui était de dire, une logique mercantiliste, c'est-à-dire qu'ils se disaient, je devais moi, dans mon pays, être le plus autonome possible, produire le plus de biens possible dont ma population a besoin, et ce qui en excédant, le vendre éventuellement à d'autres pays. C'était la logique qui a sous-tendu quasiment, enfin en tout cas le fonctionnement de l'économie pendant très longtemps. C'est une logique d'accumulation. Accumulation de richesses, accumulation de territoires pour accumuler ces richesses, détention de ports de commerce pour justement maîtriser ces richesses, etc. etc. Cette théorie, parce que c'est une théorie, a été remise en cause au XVIIIe siècle. 18e, 19e siècle. Par une théorie qui a commencé à poindre et qui s'est assez rapidement imposée, qui est le libéralisme. Et vous avez des économistes, et vous pourrez vous référer à eux si vous souhaitez, qui ont théorisé le fait qu'il n'était pas nécessaire d'aller annexer des pays pour s'enrichir. Ce qui était une idée complètement nouvelle. Et donc vous avez un courant, le courant des classiques, des économistes classiques, c'est Malthus, Ricardo, qui ont développé ces théories. Jean-Baptiste Say, qui était connu notamment pour la main invisible, je ne sais pas si certains ici ont fait de l'économie, qui considérait que si on laissait l'économie faire, une sorte de main invisible assurait le fait que les richesses seraient bien réparties et que tout le monde au bout du bout, deviendrait riche. D'autres ont développé cette même théorie, mais au niveau international, avec ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que moi je produis tel produit, toi tu produis un produit B, moi je produis un produit A, et donc si on échange le produit, on sera gagnant tous les deux. Cette théorie-là, rapidement s'est imposée, et a été la base du commerce international moderne. C'est ce qui a aussi poussé les pays à se dire, ben, finalement, je n'ai pas besoin moi d'annexer un autre pays, si je produis, je me spécialise dans tel ou tel domaine, j'arriverai à faire en sorte que mon pays se développe, j'irai acheter ce que je n'ai pas, mais je vendrai ce que l'autre n'a pas. Et des puissances économiques se sont développées comme ça. Si je prends la période récente, regardez l'histoire de la Corée du Sud. La Corée du Sud, ce n'est pas un grand pays. Plus petit que la France, pour de 50 millions d'habitants, en superficie beaucoup plus petit que la France. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, ils sont entre la 10e et la 15e place des pays les plus riches, parce qu'ils ont fait des choix stratégiques qui les ont imposés à la surface du monde. Tout le monde connaît ici les Samsung, moi j'en ai un. Ça vient de Corée du Sud. Et donc ils sont développés, ils se sont spécialisés dans un domaine et sont devenus les leaders au niveau mondial. Ils ont pu comme ça se développer. Ça a été le cas dans les périodes les plus anciennes pour l'Angleterre, parce qu'elle maîtrisait les ports et parce qu'elle s'était spécialisée.
Et il y a eu comme ça des mouvements de richesse selon les choix stratégiques qui étaient faits, bons ou mauvais. On arrivait à tirer sur les pattes du jeu, ou au contraire, le pays s'appauvrissait. Ça a été, il faut bien entendre, parce que c'est remis en cause aujourd'hui, je vais l'expliquer, que ça a été un des principaux ressorts du fait que la plupart des guerres se sont arrêtées. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer mon propos. Fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a fait la guerre à peu près à tout le monde. L'Allemagne et la France sont des pays qui sont limitrophes, ils ne veulent plus de guerre. Qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? C'est de créer une alliance économique. L'Union européenne que l'on a aujourd'hui, la genèse, la première décision qui a été prise, ça a été de créer une union économique. La CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. Ça a été le premier acte fondateur de ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui. Le premier acte fondateur pour deux pays qui avaient fait la guerre, qui s'étaient entretués, des millions de morts. La première décision, ça a été une alliance économique. Et donc il faut bien, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect économique et sur l'importance d'ailleurs des théories économiques, pour ceux qui ont fait l'économie, moi j'en ai fait, et de leur influence dans la réalité. Et beaucoup d'économistes ont eu une influence extrêmement importante. Je prends l'exemple de Keynes, keynésianisme, John Maynard Keynes, qui a été économiste anglais, et qui a été à la base de la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre. Le plan Marshall, qui a été lancé par les États-Unis pour reconstruire l'Europe, l'initiative de ce plan, la genèse de ce plan a été pensée par Keynes. Pour la petite histoire d'ailleurs, parce qu'on parle souvent du plan Marshall pour illustrer l'aide internationale, il nous faut un plan Marshall, il nous faut un plan Marshall. Il faut savoir quand même que le plan Marshall, c'était un prêt, c'était pas une subvention. Les Américains ont prêté de l'argent à l'Europe pour se reconstruire et ont récupéré cet argent avec intérêt. Donc il faut aussi se souvenir de ça. Ce qui fait la transition avec un autre élément qui me paraît important de dire ici. C'est la très grande majorité des pays travaillent pour eux. Les Américains travaillent pour les Américains, les Allemands travaillent pour les Allemands, les Russes travaillent pour les Russes, les Anglais travaillent pour les Anglais, etc. Il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on est citoyen d'un pays, que de se dire que lorsqu'on a à avoir des relations internationales avec notre pays, il faut avoir conscience qu'il va chercher son intérêt, comme vous allez chercher le vôtre. La question c'est, est-ce que son intérêt est compatible avec le mien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais il ne faut surtout pas attendre d'un pays tiers le développement des Comores. Le développement des Comores ne sera possible réalisable qu'à partir des Comores, et pas qu'à partir de ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont dans ce pays. Il ne viendra pas d'ailleurs. Il ne viendra pas d'ailleurs. Dans les relations que vous aurez à instaurer avec les pays tiers, il faudra avoir ça en tête. Que ce pays-là, même si c'est un pays ami, son mandat, le mandat qui lui a été confié par ses concitoyens, c'est de défendre les intérêts de son pays et de ses concitoyens. Il y a quand même des exceptions à la règle, mais en tout cas, il faut adapter un peu ce que je dis par rapport à un ou deux éléments que je vais vous donner. C'est que l'état des relations internationales aujourd'hui, en tout cas l'état du monde, justement pour favoriser l'essor économique, avait besoin de deux choses. D'abord, de développer ce qu'on appelle de la coopération internationale, avec des organisations internationales notamment qui se sont créées un peu partout dans le monde pour favoriser le commerce. Partout dans le monde. L'Union européenne en est une. Avant d'être une union politique, c'était d'abord une union économique, comme je l'ai dit, parce que la CECA s'est développée. Et avant qu'on arrive à aujourd'hui un organe politique, ça a d'abord été une union économique. Et c'est à peu près à partir du traité de Maastricht que les choses ont changé. Mais tous les pays, en Amérique, vous avez une organisation aussi entre les États-Unis et les pays limitrophes. Vous l'avez aussi en Chine, vous l'avez en URSS, vous l'avez dans la zone, COMESA, COI, etc., pour favoriser les échanges commerciaux. Enfin, la zone, c'est plutôt la COMESA que la COI. La COI, c'est encore autre chose. Donc cette coopération internationale était importante parce que lorsqu'on voulait échanger, commercer, etc.,
On voulait choisir avec qui on voulait le faire. Et donc, on choisissait des pays, à nulle part, pour travailler ensemble, avec des facilités avec ses amis, qu'on n'accordait pas à d'autres. Ça, c'est la coopération économique. Et puis, on avait besoin aussi d'avoir une stabilité. La stabilité va souvent avec la paix, pas forcément. Je dis pas forcément. Un pays stable n'est pas forcément un pays qui est bien dirigé. Mais si on veut avoir un monde économique qui fonctionne, il faut que le pays soit stable. L'une des meilleures manières d'assurer la stabilité, c'est souvent d'avoir quand même un pays en paix où les fonctionnements démocratiques fonctionnent, enfin, les gens peuvent voter, choisir leurs dirigeants, etc. Ça assure une stabilité. Je disais les exceptions au principe dont je vous parlais tout à l'heure, notamment sur le fait que les personnes travaillent pour eux, etc. Il y en a deux notoires, en tout cas deux courants. Le premier, c'est celui qui est incarné, ou qui était incarné, parce que je pense que maintenant on va parler au passé, par les États-Unis. Les États-Unis ont souvent été appelés les gendarmes du monde. Parce qu'ils venaient au moment où un pays était en guerre ou en crise pour assurer la paix et restaurer un ordre démocratique. En tout cas, c'est ce qui était dit et raconté. Dans le détail, quand vous regardez la manière dont se sont fait les choses, souvent vous apercevez que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut avoir ces aspects économiques en tête, que souvent les raisons d'intervention américaine étaient des raisons économiques. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Irak dans les années 90, la chute de Saddam Hussein, ou l'intervention dans certains autres pays. Et puis il y a un autre courant, qui est plutôt représenté par la France suite à la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, les droits humains dont je vous parlais, où là, on n'est pas en réaction, parce que quand on pense incarner être les gendarmes du monde, c'est souvent en réaction à des guerres ou à des conflits, mais en anticipation, pour donner à ceux qui habitent cette terre, quelque part, ou assurer, promouvoir en tout cas le fait que les droits humains soient respectés partout de manière universelle. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément partagé. Ça allait de plus en plus, mais ça reste un combat, et tous les jours vous avez soit des retours en arrière, soit des avancées, et heureusement il y a plus d'avancées que de retours en arrière. Ce courant-là est plutôt représenté par la France. D'assurer les mêmes droits, le droit de vote, le droit d'éducation, droit au logement aussi. Ce type de droits, ce qu'on appelle les droits humains, qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus partagés dans le monde, grâce à des personnes qui ont été convaincues par l'intérêt d'avoir ces droits humains. Ce qui ne veut pas dire que, à partir du moment où vous avez le droit de vote, vous devez voter comme les Européens votent, en tout cas pour avoir un système démocratique tel qu'il existe en France ou ailleurs. Mais tout simplement donner le choix, donner la possibilité à celles et ceux qui habitent ces différents pays d'avoir le choix, tout comme au Comores, d'avoir le choix de ses dirigeants. Ça, c'est un droit humain fondamental, qui, s'il n'est pas assuré, assure à coup sûr le délitement du pays. Donc il y a eu il y a encore aujourd'hui ces deux courants. L'actualité récente a montré quand même que ce qu'on pensait acquis, l'ordre du monde tel qu'il existait depuis au moins 50, 60, voire 100 ans, aujourd'hui est remis en cause de manière extrêmement importante et de manière très brutale. De manière extrêmement brutale. La notion même, ce qui sous-tendait les échanges économiques entre les pays aujourd'hui, est remis en cause par le principal acteur, les États-Unis. Les États-Unis sont revenus à une sorte de protectionnisme de fonctionnement, de retour à des théories mercantiles, c'est-à-dire l'échange de biens et de marchandises en disant ben, je gagne si tu m'achètes plus et je perds si c'est l'inverse. On est revenu à ça, ce qui est à l'opposé de toutes les théories économiques qui ont été développées depuis cette époque. Le dernier exemple en tête, c'est ce que les Comores appartenaient à l'AGOA, en tout cas faisaient partie de 38 pays qui étaient exonérés de droits de douane s'ils voulaient exporter aux États-Unis. Je pense qu'on n'exporte rien aux États-Unis, en tout cas, on faisait partie de ces 38 pays depuis quelques jours, exactement. On a imposé aux Comores des droits de douane qui veulent exporter aux États-Unis de l'ordre de 10%, il me semble. Ce qui est complètement ridicule. Hein.
pour un pays pauvre comme le Comore, on commence à un pays pauvre, ça n'a aucun sens économique, aucun sens. La logique de Trump, vous comprenez en matière économique comment il fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je regarde quels sont les échanges avec la France, avec la Chine, etc. Et si ce qu'on appelle la balance commerciale est déficitaire pour moi, c'est-à-dire si la Chine importe plus de produits que moi j'exporte en Chine, je vais imposer des droits de douane à la Chine plus importants. C'est ça, ça veut dire. Sauf qu'il oublie plusieurs choses. D'abord, dans les échanges entre les pays, il n'y a pas que les biens, il y a aussi les services. Et les services aujourd'hui ont pris une place extrêmement importante. Tous ici, on utilise des services internationaux gérés par des entreprises internationales. Ces entreprises, elles sont extrêmement connues, ce sont ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Partout dans le monde, ces entreprises existent. Et tous, on utilise au moins une de ces applications. Et dans ces GAFAM, si vous regardez bien, la seule entreprise qui vend encore des biens et pas juste des services, c'est Apple. Tous les autres, Amazon, Google, etc., ce sont des services. Ce n'est pas matérialisé, vous ne pouvez pas le toucher. Ça, Trump l'a complètement sorti. Et puis, un troisième élément dans les relations internationales, ce sont les capitaux. Dans toutes les bourses du monde, il y a des capitaux étrangers. Vous, ici, si vous avez les moyens, vous pouvez tout à fait acheter des actions en bourse à New York, à Paris, à Londres, et détenir une partie du capital de ces entreprises. Ça, ce sont des échanges internationaux. Trump a complètement oublié qu'ils existaient, ou en tout cas, ne l'a pas mis dans son scope, en tout cas dans sa manière de voir la chose. C'est vous dire que le libéralisme, en tout cas, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'être dans le système libéral. En tout cas, je dis que ce qui était ou sous-tendait tous les échanges internationaux jusqu'à aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs décennies, voire centaines d'années, est en train de péricliter parce que le principal acteur le remet en cause dans ses fondements même. Il parle même de réduire la consommation, bon ça c'est pas lui qui le dit, mais c'est son administration, de réduire la consommation de biens et services, c'est-à-dire que la société de consommation telle qu'on la connaît serait, si on continue dans cette voie, serait appelée à disparaître. Et donc si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer en matière économique, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions si on veut continuer à commercer, à échanger avec d'autres pays, parce que les règles sont en train de changer. Les règles sont en train de changer. Quel sera l'impact de ce que décide Trump aujourd'hui? Personne n'est capable de dire. Personne. L'Europe n'a toujours pas trouvé la bonne réponse, s'il y a une bonne réponse, puisque ce sont les principaux pays attaqués, mais il n'y a pas que, la Chine aussi, qui a commencé à réagir en disant nous aussi on va augmenter les droits de douane. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais en tout cas ça a été leur première réaction. Et donc, ce que se disent les États-Unis en fait, c'est quoi? C'est qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment grands pour n'avoir besoin de personne. Suffisamment puissants pour tout produire chez eux. Et que s'ils doivent commercer avec un autre pays, ça doit être gagnant pour eux. Leur logique aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce qu'elle survivra? Est-ce qu'elle durera encore même une semaine? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que la crédibilité des États-Unis au niveau international a été entachée pour au moins 100 ans. Aucune puissance étrangère aujourd'hui qui avait l'habitude de discuter avec les États-Unis dans plein de domaines, y compris la défense, ne considère aujourd'hui que les États-Unis sont un partenaire fiable. Personne. Et donc ça, c'est un élément important. Parce que les États-Unis, gendarmes du monde, assuraient une certaine sécurité avec des accords de défense avec certains pays. Et je vous dis tout de suite, l'actualité qu'il va y avoir très prochainement, ça va être la question de Taïwan et du comportement de la Chine par rapport à Taïwan qui va vouloir récupérer cette île. Que font les États-Unis? Ben, je peux vous dire que s'ils bougent, ce sera uniquement pour des raisons économiques. Et que s'ils défendent Taïwan, Taïwan va le payer financièrement extrêmement cher. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils bougent. Et donc ça, c'est un autre élément qui change aujourd'hui dans l'environnement international, c'est celui de l'annexion de pays qui ne nous appartenaient pas.
Cette notion-là avait disparu, en tout cas de manière massive, comme je vous le disais, parce qu'on ne voit plus d'intérêt à aller faire des guerres qui coûtaient cher pour prendre un pays, s'enrichir alors qu'on peut s'enrichir autrement. Aujourd'hui, la question de l'annexion de pays frontaliers se pose à nouveau. La question même de l'existence, ou de la véracité, ou du respect des accords de défense des différents pays les uns avec les autres se pose. Se pose vraiment. Lorsque vous voyez que la Russie annexe, en tout cas tente d'annexer l'Ukraine, après avoir déjà pris possession de la Crimée il y a quelques années, et que le monde, l'Europe au premier chef, est incapable aujourd'hui de l'empêcher de le faire, tous les pays, y compris les pays africains, du Sahel et compagnie, se disent mais en fait, gendarme du monde, Organisation des Nations Unies, etc., tout ça, ça ne sert à rien. Même lorsque justement la prise de coup d'État au Mali, etc., l'organisation à laquelle le Mali, la CEDEAO appartenait, la CEDEAO a gonflé les bras, je crois que c'est Ouattara. Il dit non, mais il faut que vous sortiez, sinon on va intervenir. On intervient dans une semaine. Une semaine après, rien ne s'est passé. Non, c'est dans 3 jours. 3 jours après, il arrive, les choses se sont arrêtées. La CEDEAO a perdu toute sa crédibilité. Et c'est ce qui se passe avec d'autres organisations, qui étaient censées être là pour protéger, assurer aussi des intérêts économiques, mais aussi pour protéger en cas de conflit. Et je ne suis même pas sûr, si on reparle de l'Europe avec l'OTAN, parce que les États-Unis sont le principal bouclier, je veux dire, en tout cas, et financier, et en termes de moyens militaires, etc., bouclier qui a aidé en tout cas les pays européens à assurer leur défense. Si demain un pays de l'OTAN était attaqué, aujourd'hui en tout cas, les États-Unis n'interviendraient pas malgré leur accord et leur appartenance à l'OTAN. Et donc, ce qui était encore inimaginable il y a quelques années, est aujourd'hui devenu possible. Et ce problème-là se pose notamment pour les petits États. Parce qu'il est plus facile de prendre possession de petits États que de grands pays. Et donc, il va falloir qu'on se pose quand même la question de savoir quels seront les comportements de ceux qui nous entourent. Est-ce qu'ils resteront vraiment des pays amis ou dans cet environnement-là, est-ce qu'ils n'auront pas envie de prendre possession des Comores? Je n'ai pas la réponse, je pense que ça n'arrivera pas. Mais lorsqu'on réfléchit à l'avenir, il faut s'y préparer. On ne peut pas considérer que grâce à Dieu les choses vont bien se passer, personne ne viendra. Non. On est obligé de se préparer au pire, c'est ce qui permet d'éviter la guerre et d'éviter les conflits. Se préparer au pire dans cet environnement international, c'est se préparer à des attaques extérieures. Qu'est-ce qui se passera si ça arrive, peu importe le pays? Qui viendra aider les Comores? La question se pose. Et donc, avant de passer sur plus particulièrement les Comores et comment est-ce que nous on peut jouer une carte dans ce monde qui est en train de bouger. Je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui a quand même, de la part des États-Unis, il y avait quand même des prémices, des signes. Les États-Unis n'ont jamais adhéré à la CPI, la Cour pénale internationale, à tort ou à raison. On ne rentre pas dans le débat, parce que c'est un débat. Mais ils ont toujours considéré que ce qui concernait les Américains et les intérêts des Américains n'était défendu que par les Américains et que ne se soumettrait à aucun ordre international, y compris à l'ONU. Le fait de ne pas adhérer à la Cour pénale internationale, c'est une chose. Mais remettre en cause les décisions de la Cour pénale internationale, c'est en une autre. Poursuivre les responsables de la CPI, c'est encore aller plus loin, parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense que vous êtes informés de ça. Et donc il y a eu des signes, différents signes, qui ont montré que, je parlais de la Crimée tout à l'heure, les pays européens ont été annexés, la CPI, etc., qui ont montré qu'il y avait quand même... commençait à y avoir des failles. L'arrivée de Trump, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une histoire, d'une certaine histoire, mais c'est le fruit d'une histoire. Et Trump aux États-Unis, ça peut être aussi des Trump partout dans le monde, avec la même vision et cette même idée de rapport de force. Je t'impose ce que je veux parce que je suis plus puissant que toi. Ça, c'est quelque chose qui, dans les relations internationales, mis à part 2 ou 3 pays, existait peu. Cela risque de devenir la règle. Donc
Ça, il faut aussi l'intégrer lorsqu'on est un petit pays. Et donc, pour passer sur les questions des Comores, parce qu'on parle de relations internationales. Et après, je pense qu'on vous laissera évidemment poser des questions, parce que je pense que c'est important. Dans cet environnement, au vu de ce que je vous ai dit, si là maintenant vous mettez avec une feuille et un papier, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut poser déjà certaines évidences ou certaines contraintes qui s'imposent à nous quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas un grand pays qui pouvons peser sur les grandes décisions qui se font dans le monde. On a la possibilité de le faire, mais pas de la manière dont les grands pays le font. Donc il faut déjà intégrer le fait qu'il y a une asymétrie entre nous et la plupart des pays du monde, parce qu'on fait partie des petits États. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont des, comment dire, ils sont dans des situations très très différentes. Dans l'océan Indien, on a notamment les Seychelles, Maldives. En Europe, vous avez Monaco, Liechtenstein, etc. La Suisse même, qui peut être considéré comme un petit État. Donc il y a des petits États qui jouent une carte forcément un peu différente. Mais il faut intégrer le fait déjà qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire que souvent, les Comores vont discuter avec plus puissants qu'eux. Va rarement être d'égal à égal. Très rarement. Ça, il faut déjà l'intégrer. Déjà commencer à esquisser une solution. Ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que... J'écoutais souvent d'ailleurs des discussions comme ça ici ou à Marseille. À Marseille, il y a évidemment beaucoup de Comoriens. On disait, mais ça y est, quand tu discutes avec Macron, avec les ministres, etc., il faudrait faire ci pour les Comores. La plupart des Français, et même la plupart des habitants dans le monde, ne savent même pas que le Comore existe. Non, mais il faut... On a l'impression qu'on est au centre du monde, que tout le monde sait ce qui se passe au Comore. Je vais raconter une petite histoire sur un reportage qui avait été fait aux États-Unis il y a quelques années, où on demandait... Alors, ils connaissaient la France, hein, on disait, la France dans le monde, c'est où? 99% des Américains ne savent pas situer la France sur une carte du monde. Si vous demandez aux Américains, pas où sont les Comores, est-ce que vous connaissez les Comores? 99% des Américains ne savent pas que les Comores existent. Ça, il faut l'intégrer. Non, mais il faut... Peut-être que c'est un peu choquant ce que je vous dis, mais... C'est une réalité. Ceux qui ont l'occasion de voyager, quelques responsables ou anciens responsables politiques ici pourraient vous le dire. Moi, je discutais avec un responsable politique, justement, qui avait fait, parce que je disais ça, il me disait, tu sais, moi, j'ai fait mes études en Tunisie. Il ne savait même pas que les Comores existaient à l'époque, c'était il y a 15 ans. Et les Comores étaient musulmans, il lui a même posé la question, mais quand tu fais la prière, tu fais la prière en arabe? La réalité, c'est ça. Donc ça, il faut l'intégrer. Personne ne se préoccupe des Comores. C'est pour ça que je dis que le développement de ce pays ne passera que par les Comoriens et personne d'autre. Personne d'autre. Sur cette question de symétrie et de ce qu'il faut intégrer. Ce qu'il faut intégrer quand on est un petit pays, c'est le fait que l'intégration régionale, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Peu importe comment le monde va bouger, en matière économique et même en matière de défense, contrairement à ce que peuvent penser les États-Unis, et même pour eux ça va être difficile, jamais au Comores on aura toutes les universités ou toutes les études possibles, toutes les formations possibles, la production de tous les produits fossiles qu'on consomme tous les jours. Ça n'est matériellement pas possible au Comores. Donc ça veut dire qu'on aura l'obligation, et ce n'est pas un choix, d'aller chercher ces produits ou ces services ailleurs. Et donc l'intégration régionale, au moins avec les pays de la zone, je ne parle même pas d'autres pays, est indispensable. Donc lorsqu'on parle de relations internationales pour les Comores, il faut déjà intégrer le fait de travailler avec les pays de la zone. Une autre logique lorsqu'on parle de pays de coopération dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut coopérer et il faut se spécialiser. Un peu comme la Corée du Sud l'a fait. Il faut choisir les domaines dans lesquels on veut investir, ou en tout cas on veut être excellent. On ne pourra pas être excellent dans tous les domaines de la production agricole, voire de la production industrielle ou de la production de services. Ce n'est pas possible.
Il faut choisir des domaines dans lesquels on veut exceller et acheter le reste. Ce choix-là, c'est vous qui le ferez, en tout cas ceux qui dirigeront ce pays. Mais il va falloir faire ce choix. Et donc, quels sont nos atouts? Une fois qu'on a posé ces contraintes, quels sont nos atouts pour arriver à continuer, en tout cas à commencer à peser et à peser plus en plus? L'évolution du monde fait que tous les pays s'interrogent sur les accords qu'ils ont aujourd'hui et les endroits où ils vendent ou ils achètent. Tous les pays. Tous. Si la situation continue à se dérouler tel que Trump l'a décidé, il y aura de moins en moins d'échanges avec les Américains, et même si les pays le voulaient, la population des pays européens, russes, chinois, indiens, etc., diront à leurs dirigeants, on ne souhaite pas continuer à commercer avec les Américains, il faut trouver des alternatives, il faut aller ailleurs, parce qu'on n'a pas confiance. Ce qu'on va dire aujourd'hui, demain va être remis en cause, donc on ne va pas prendre le risque. Et donc ça veut dire que les pays aujourd'hui vont se réinterroger sur les alliances et vont chercher de nouveaux partenaires. Cette intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont les acteurs qui ont fait en sorte qu'on puisse l'utiliser. Aucun pays n'a pris d'avantage stratégique dans l'intelligence artificielle. Aucun. Dans l'utilisation, dans ce qu'on peut en faire. Pour après pouvoir vendre éventuellement les images. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer encore avec l'intelligence artificielle, parce qu'on est au tout début. Aucun pays n'a pris d'avantage stratégique. C'est-à-dire que les Comores, si nous faisions le choix ici de dire qu'on va choisir comme spécialité en matière de services industriels, technologiques, l'intelligence artificielle et mettre tous les moyens pour pouvoir être des experts dans ce domaine, très rapidement on deviendrait une référence au niveau mondial. Il n'y a pas de référence au niveau mondial en matière d'intelligence artificielle. Il n'y en a pas aujourd'hui. Tout est à construire. Tout. Et donc là, on a potentiellement un avantage stratégique. Alors ça ne concerne pas que les Comores. Tous les pays sont au même stade que nous. Mais si on fait ce choix-là, on pourrait éventuellement tirer notre épingle. Et puis il y a un troisième élément qui est un atout. C'est que quand on parle de relations internationales, il n'y a pas, et en tout cas de moins en moins, uniquement des relations entre États. Je parlais tout à l'heure des grandes entreprises, les GAFAM, Google, Amazon, etc. Elles sont souvent bien plus puissantes que les États. Et donc dans les relations internationales, il faut l'intégrer. Mais ce qui nous est spécifique à nous, la diaspora, c'est autre chose, c'est la diaspora. La diaspora comorienne est un atout que peu de pays ont. Il y a plus de Comoriens à l'étranger que de Comoriens dans le pays. Et si je prends que l'exemple de la France, on a non seulement une diaspora importante, il y a plus de Comoriens à Marseille qu'à Cameroun, mais qui a des moyens financiers, qui a un niveau d'études important, qui a une technicité importante. Et au niveau mondial, très peu de pays ont cet avantage comparatif. Très peu de pays. Très peu de pays ont autant de ressortissants à l'étranger que les Comores. On doit être dans le top 5. En part relative, on est dans le top 5. Et donc cet avantage-là aujourd'hui, cet avantage comparatif, que d'autres pays n'ont pas aujourd'hui, il n'est pas exploité. Il n'est pas exploité. Donc ça c'est un outil pour les Comores qui aujourd'hui pourrait lui permettre de faire la différence. Pour ce qui est des autres atouts, mais vous le connaissez déjà avec les points, et je les compare par rapport à d'autres pays, avant de vous laisser la parole. On n'a pas ce que beaucoup de pays du Sud ont, pas de guerre de religion. Il n'y a pas de guerre de religion au Sud. Il faut regarder les pays qui nous entourent, souvent c'est le cas, et il n'y a pas non plus d'ethnie, c'est-à-dire de classement entre les personnes en fonction de leur naissance. Ça, c'est un atout aussi pour notre pays qui nous rend plus agiles et qui est un facteur de stabilisation. Et je ne parle même pas du fait que, culturellement, il y a un mélange commun qui existe, à mon sens, nulle part ailleurs, qui fait qu'au moins, il pourrait être des caméléons dans à peu près tous les pays de la zone, qu'ils soient francophones, anglophones, pays d'Afrique, Madagascar, etc., ils pourraient être autant à l'aise.
Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays. Ça, c'est aussi un avantage important. Donc, je m'arrête là parce que les atouts, mais comment vous connaissez bien mieux que moi, j'ai dressé un peu une cartographie de la manière dont les choses évoluent au niveau international. Je terminerai juste mon propos en vous disant que vous serez responsable de ce qui se passera dans ce pays. La politique, ce n'est pas un milieu d'initiés, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. La politique, on en fait tous les jours. La politique avec un grand P, je ne parle pas de politique politicienne, je ne parle pas de... Mais on en fait tous les jours. Parce qu'on milite dans une association, parce qu'on travaille, qu'on amène aussi l'économie à son pays, parce qu'on a des engagements, parce qu'on défend des positions, etc. Et donc l'avenir de ce pays dépend de vous. Et je le répète encore une fois, même si je le répète trop, ça dépendra uniquement des Comoriens. On peut travailler avec des amis, que ce soit des ONG, des pays, etc. Mais si on n'est pas capable de leur dire quelles sont nos priorités, ne vous étonnez pas ensuite que l'on parle d'ingérence ou de choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, la balle est dans votre camp. Sur le secrétaire général, je pense qu'on peut laisser la parole à l'Assemblée. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était un honneur pour moi de discourir de